Bon, allez, on va revenir, si vous le permettez, aux images épouvantables qu'on a vues à Amsterdam. On se projette sur jeudi le match France-Israël au Stade de France. Et je voudrais, Simon Meus, que vous réagissiez, messieurs, vous aussi. Thomas nous a sorti les tweets de la France Insoumise après les images d'Amsterdam. Voilà, ça plante le décor. Je voudrais savoir ce que vous en pensiez. David Guiraud, à Amsterdam, des hooligans israéliens délinquants sont venus siffler un hommage aux morts de Valence. Ces mêmes délinquants ont décroché la veille d'un match des drapeaux palestiniens dans la ville. Ils ont attaqué des Arabes dans la rue. Ils ont appelé en public à tuer des Arabes. Et ils se sont fait en retour frapper par des habitants et par des supporters. À quoi fallait-il s'attendre d'autre ? Ça, c'est pour David Guiraud. Simon Meus. Alors j'ai deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que si des extraterrestres venaient sur Terre et n'avaient à lire que les tweets de la France Insoumise, ils penseraient légitimement qu'Israël est le problème suprême dans le monde, étant donné qu'ils consacrent 90, 95, 99% de leurs tweets sur les questions internationales au minuscule et unique État juif au monde, qui représente, je rappelle, 0,1% de la population mondiale. C'est important de remettre les choses dans leur contexte. Ces gens-là carburent à la haine d'Israël. Et c'est normal, ils font leur meilleure performance sur les réseaux sociaux en crachant toute la journée sur Israël. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pas le premier tweet de David Guiraud et de Raphaël Arnaud. Hier à Amsterdam, ils ne sont pas venus cueillir des jonquilles. L'illustration des hooligans du Beitar Jérusalem, qui est l'autre club d'Israël qui abrite le plus de supporters racistes et violents. Alors, c'est drôle parce que sur ce tweet-là, il s'est trompé de club. C'est-à-dire qu'il voulait parler du Maccabi Tel Aviv et il a mis la photo du Beitar Jérusalem. Ce qui, encore une fois, montre toute son expertise sur la question. La deuxième chose que je veux dire sur ces tweets, à chaque fois qu'il y a un acte aujourd'hui qui est prononcé, qui est clairement anti-juif, on a toujours la horde de la France Insoumise qui se lève pour nous expliquer que, en fait, non, c'est pas de l'antisémitisme, c'est de la contestation de ce qui se passe au Proche-Orient, c'est, je sais pas, de la contestation de classe. Ils vont toujours trouver quelque chose. Moi, il y a un truc quand même que je remarque. Pour la France Insoumise, si vous êtes victime de racisme, on vous croit. Si vous êtes victime d'islamophobie, on vous croit. Si vous êtes victime de sexisme, on vous croit. Si vous êtes victime de haine anti-juive, apportez-nous les preuves. Apportez-nous les preuves. C'est-à-dire... C'est vrai que vous le percevez comme ça, c'est intéressant ce que dit Simon. C'est-à-dire quand même, pour finir là-dessus, que les actes, les auteurs des actes racistes, homophobes, anti-noirs sont présumés coupables, et les auteurs, pour la France Insoumise, des actes antisémites sont toujours présumés innocents. Olivier d'Artigol. Bon, ce qui s'est passé à Amsterdam hier soir, ville européenne, ville d'Anne Frank. Mais à quelques mètres d'Anne Frank, oui, du bâtiment. Et bien sûr, une étape. Ils ne savent pas qui c'est. Mais non, ils ne savent pas qui c'est. Vous avez peut-être raison. Et bien sûr, une étape supplémentaire dans quelque chose d'effroyable. Aujourd'hui, les personnes que vous avez citées, ces députés de la France Insoumise, salissent et souillent la cause palestinienne, qui est par ailleurs une cause noble qu'on peut défendre sur la création d'un État palestinien à côté d'un État palestinien, à côté d'un État israélien ayant sa sécurité et la paix pour les deux peuples. Moi, je porte ça depuis des années, mais bien évidemment, aujourd'hui, beaucoup de dirigeants de la France Insoumise ne font plus uniquement que flirter avec du sous-texte concernant l'antisémitisme. C'est-à-dire la bascule depuis le 7 octobre, parlons franchement, c'est réalisé. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi au sein de la gauche des personnalités, des dirigeants, y compris des députés, qui restent sur une ligne de crête qui consiste bien évidemment à pouvoir porter cette solution à deux États, mais en ayant un discours très clair et très propre sur la dénonciation absolue de propos ou d'actes antisémites. Arnaud Benedetti. Oui, je suis d'accord avec Olivier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas assimiler toute la gauche aux propos des députés, ou en tout cas d'un certain nombre de députés de la France Insoumise. Ce qui s'est passé hier soir à Amsterdam, je dirais, est absolument bien évidemment révoltant. Mais je veux dire, il faut bien avoir en tête que ce sont des scènes qu'on n'avait plus vues en Europe depuis les années 30 et depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a quelque chose de totalement exceptionnel, hors norme, et bien évidemment de totalement scandaleux dans ce qui s'est passé à Amsterdam hier soir.
Et les propos et les tweets des députés de la France Insoumise sont encore plus choquants en raison du caractère tout à fait, j'allais dire mortifère des événements. Hier, on a poursuivi des gens dans les rues d'Amsterdam parce qu'ils étaient sur les rails. Parce qu'ils étaient juifs. C'est-à-dire qu'on n'a plus vu ça depuis, encore une fois, les années 30 et les années 40 en Allemagne, en l'occurrence. Donc on est face à quelque chose qui est absolument insupportable. Ces gens ont-ils de la mémoire? Écoutez, moi je pense qu'ils ne savent même pas. Attendez, ce sont des militants. Ils sont formés politiquement. Ils ne peuvent pas ne pas connaître ce qu'a été l'histoire de l'Europe dans les années 30. Excusez-moi, monsieur Delogu, vous ne savez pas qui était le maréchal Pétain? 40. Oui, mais enfin bon, monsieur Delogu, mais enfin, je suis désolé, monsieur Guiraud, monsieur Delogu, je veux bien, mais monsieur Guiraud, quand il parle, c'est très bien ce qu'il dit et il sait très bien ce qu'il agite en disant ce qu'il dit. Monsieur Mélenchon, encore plus. Donc vous avez un certain nombre de députés de la France Insoumise qui sont tout à fait conscients de ce qu'ils disent et qui sont tout à fait conscients justement de leur sous-texte. Ce qu'ils font là, ce qu'ils font là est évidemment fait pour des raisons vraisemblablement clientélistes, et vous avez raison de le rappeler, mais malheureusement, non seulement pour des raisons clientélistes, et c'est inacceptable déjà en soi, mais ils savent très bien qu'en faisant ça, ils développent un antisémitisme dont ils ne se veulent pas par ailleurs les héros. C'est-à-dire qu'en plus, ils sont très hypocrites. C'est-à-dire qu'à la différence des antisémites des années 30 et des années 40 qui se revendiquaient antisémites, eux procèdent, je veux dire, d'une forme d'antisémitisme, dont ils n'assument pas. Ils attendent. En fait, ce sont des tartuffes de l'antisémitisme, d'une certaine manière. Pour la France Insoumise, quand même, c'est ça qui est drôle, c'est que pour la France Insoumise, si vous jetez un juif dans le fleuve, dans le canal, sans avoir dit « Oyez, oyez, je suis antisémite », ça n'est pas un crime antisémite. Je veux dire qu'il faut, pour les crimes antisémites, il faut que les agresseurs l'indiquent officiellement. Simon, attendez, moi je voudrais qu'on parle, parce que vous parliez de la gauche, Arnaud Benedetti. Oui. Toute la gauche qui n'est pas antisémite. Raphaël Glucksmann, ça arrive pas un peu tard, son tweet, là, aujourd'hui? En 2024, un homme à terre crie « Je ne suis pas juif » pour ne pas être lynché dans une rue d'Europe. Un autre jeté dans un canal doit hurler « Free Palestine » pour ne pas être noyé. Et vous avez ici des gens qui relativisent ou justifient cette violence antisémite. Honte à eux. C'est très bien. Est-ce que ça n'arrive pas un peu tard, Simon Moss? Écoutez, en ce qui concerne la gauche que l'on dit pose la question, hein. En ce qui concerne la gauche que l'on dit républicaine, ça fait longtemps que les pseudo-lignes rouges des alliances ont été franchies. Je veux dire, on ne peut pas à chaque fois se faire les parangons d'une sorte de sérieux républicain, mais à chaque fois céder sous la pression des électeurs et des arrangements politiciens à s'allier avec l'extrême gauche qui considère que l'État d'Israël doit être effacé de la carte. Je veux dire, c'est exactement ça que porte la France Insoumise. C'est exact. Comment on peut s'allier avec des gens comme ça? C'est ce qu'a fait Raphaël Glucksmann. Vous savez, oui, mais bon. Non, mais Glucksmann, je vais vous répondre. C'est pas la peine de me dire quoi comme ça. Bien sûr qu'on peut revenir sur l'accord électoral du nouveau Front populaire. C'est un argument qui existe. Pour autant, je vous mets en garde sur une glissade qui consisterait à amener l'ensemble de la gauche, l'ensemble de ses dirigeants, de ses députés, dans une glissade antisémite qu'un très grand nombre d'entre eux ne veulent pas et combattent. Quand vous avez Fabien Roussel qui écrit ce matin, assez tôt, hier soir à Amsterdam, des supporters ont été chassés, menacés, lynchés dans la rue d'une ville européenne car ils sont juifs, et c'est cette phrase-là. C'est le même Fabien Roussel qui a dit cette phrase-là. Il y a eu qui d'autre? C'est le même Fabien Roussel qui a comparé la bande de Gaza au ghetto de Varsovie. Non, mais vous excusez-moi, Fabien Roussel. Non, je pense pas de cette manière-là. Okay. Mais vraiment, je le dis en toute gravité. Oui. Si vous ne regardez pas le paysage politique français, notamment le paysage à gauche, sans faire la distinction dans des paroles publiques aujourd'hui, d'une certaine manière, vous nourrissez ce que vous souhaitez combattre. Ah, d'accord. Ouais. Mais en fait, vous nous dites... On va continuer juste dans un instant. Juste finir là-dessus. Bon, mais non, parce qu'on n'a même pas le temps. Restez là, Simon Moss, avec Arnaud Benedetti. C'est très intéressant comme sujet. 20h43, on revient tout de suite sur Europe 1.
Bonjour, c'est William Lémergie sur Europe 1. Balade en France. Dimanche à partir de 11h, émission spéciale au salon du Made in France, Porte de Versailles à Paris. Nous irons pour cette émission, notamment dans le Haut-Rhin, à Ribeauvillé, pour découvrir l'entreprise Beauvillé justement. Et puis ensuite, direction le Calvados à Caen pour visiter la biscuiterie Jeannette, une maison spécialisée dans la fabrication de madeleines artisanales, entre autres. Balade en France. Je vous donne rendez-vous dimanche sur Europe 1 de 11h à 12h30 depuis le salon du Made in France. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle pour compléter la to-do list de Noël de ma fille. Vous voulez dire sa to-do list de Noël? Mais non, doudou. Vu votre promotion incroyable sur les peluches. Eh bien, on a... Non, parce qu'on a déjà un lapin bleu bien baveux, un nounours pompier, un panda roux qui a perdu un œil. Alors je vous confirme que la to-do list de Noël va s'allonger, car les 8 et 9 novembre chez Leclerc, il y a 50% de tickets Leclerc sur le rayon peluche. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Hors rayon puériculture, modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 € par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats. C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard. Europe 1, le journal permanent. Il est 20h45, le journal permanent, Maël Hassani. Les éditions Fayard saisissent la justice pour contraindre l'entreprise Média Transport à mettre en œuvre la campagne publicitaire pour le prochain livre de Jordan Bardella. La régie en charge des panneaux publicitaires dans les gares refuse d'y participer, invoquant le principe de neutralité. Une atteinte extrêmement grave à la liberté d'expression, affirme maître Sarah Salman, avocate de Fayard, invitée d'Europe 1 tout à l'heure. 4 vols d'évacuation prévus ce soir à Amsterdam aux Pays-Bas. Israël continue d'exfiltrer les centaines de supporters du Maccabi Tel Aviv, dont une partie a été prise pour cible dans les rues de la capitale néerlandaise hier soir. Attaque perpétrée par des militants pro-palestiniens, bilan 5 blessés et 62 personnes interpellées. Des attaques antisémites abjectes, dénonce ce soir le président américain Joe Biden. Le Paris Saint-Germain promet de contrôler les tifos à l'entrée du stade pour garantir l'absence de messages à caractère politique. C'est la promesse formulée par le club lors d'une réunion au ministère de l'Intérieur, 2 jours après le déploiement d'une banderole Free Palestine dans les tribunes du Parc des Princes. Et puis un instant d'émotion dans les rues de Paris ce matin. Pour la première fois depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris en avril 2019, les cloches de la cathédrale ont retenti pendant 5 minutes. Une étape supplémentaire sur le chemin de la réouverture prévue le 7 décembre prochain. Merci beaucoup Maël, à tout à l'heure pour le journal de 20h. Il est 20h46 sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Les esprits s'échauffent un peu dans ce studio à propos de la gauche. Hein, Arnaud Benedetti, est-ce que vous allez la gauche? Parce que toute la gauche, comme vous disiez, Olivier d'Artigol, toute la gauche. Mince, Oui. voilà, je m'en prends mon micro de rapport. Attention au matériel. Toute la gauche, effectivement, il y en a certains qui tiennent des propos, ils sont identifiés, s'interrogent. Thomas Porte, se mobiliser contre les soutiens au génocide à Gaza devient manif antisémite, mensonge de... bravo aux étudiants mobilisés. Il parlait, c'était quand ce tweet-là de Thomas Porte? C'est aujourd'hui. Tous les jours. C'était tout à l'heure. C'est tous les jours et plusieurs fois. Ce qui s'est passé à Lyon, bien sûr. Aymeric Caron, à ce stade, rien ne corrobore la thèse selon laquelle les attaques contre les supporters israéliens à Amsterdam sont des attaques antisémites. Oui, c'est abject. Non mais franchement, Olivier, alors Mais c'est pas franchement bon, hein. quoi, Pascal? Ben non, mais Franchement quoi? comment des... Non mais c'est pas Franchement, ça. quoi? Comment des responsables politiques peuvent faire ce genre de truc pour alimenter Oui, la mais haine. c'est une stratégie électoraliste pour aller chercher un vote ethno-religieux. Nous Mais c'est avons très bien. affligeant, on est d'accord. Oui, Ils sèment la haine à ce bien prix-là. évidemment, mais on ne cesse de le dire. Non. Le pire, c'est que si vous voulez, dans ce mouvement-là qui est le leur, c'est qu'ils le font pour des raisons électoralistes initialement et qu'ils finissent par croire à ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils deviennent de fait, in fine, forcément, mécaniquement, presque, je veux dire, antisémites, même s'ils ne l'étaient pas initialement, peut-être, en tout cas. C'est ça qui est terrible, finalement. On est dans une mécanique qui est une mécanique qu'on a bien connue sur le plan historique et qui donne le sentiment de se répéter. Je veux dire. Alors, c'est quand même un phénomène tout à fait, j'allais dire, préoccupant, plus que préoccupant. Mais alors, sur la gauche, moi, j'ai envie de revenir sur ce qu'on disait sur la gauche. Je suis d'accord avec Olivier. C'est-à-dire qu'Olivier a raison. Moi, j'ai horreur des logiques qui homogénéisent et qui
qui procède à un amalgame. Je ne mettrai pas toutes les personnalités, évidemment, de gauche sur la même ligne que sur la France. Personne n'a dit ça, cher Olivier d'Artigol. Non, mais c'est vrai que le discours qui consiste à dire... Moi, je pense que l'alliance, en effet, dans le cadre du nouveau Front populaire avec la France insoumise, pose un problème sur le plan moral. Je suis d'accord. Mais je ne vais pas dire pour autant que François Hollande, c'est la même chose que Jean-Luc Mélenchon. Je vais pas dire. Il s'agit juste de dire qu'ils ont cédé. Oui, ils ont cédé. Je suis d'accord avec vous. C'est juste. Ça ne nous exonère pas de regarder précisément qui dit quoi aujourd'hui sur la question israélo-palestinienne. Oui, mais tout ce que je dis. Je comprends qu'on puisse vouloir, et vous avez raison, d'être juste et de dire que François Hollande, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Fort heureusement, ça a été notre président. Mais moi, je pense qu'en politique, c'est comme en amour. Il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Ce qui compte, ce sont les actes, ce sont pas les paroles. Donc, si on a un Raphaël Glucksmann, que je sais qu'il n'est pas antisémite, ou un François Hollande, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais à partir du moment où ils acceptent de s'allier pour leur siège, excusez-moi, ils font un choix cynique entre la morale et l'opportunisme et la carrière. Enfin, je veux dire, il y a un moment, j'ai une question, moi, très simple. Si, à l'inverse, on avait un groupe de droite républicain qui acceptait, pour quelques sièges à l'Assemblée, de s'allier à des suprémacistes blancs, on dirait pas ça. On dirait pas où il faut distinguer. Ça, c'est vrai. On dirait pas qu'il faut distinguer. On dirait ils ont accepté ça, c'est vrai. de s'allier avec des suprémacistes blancs. Ça, c'est vrai. Il y a une plus grande indulgence quand même, je veux dire, pour les alliances à gauche que pour les alliances à droite. Oui, mais c'est historique et c'est vrai. C'est factuel. Mais je pense que les temps sont tellement difficiles, lourds, dangereux, que par-delà la question des alliances électorales que j'entends, il est très important de voir comment les responsables politiques, de tous bords d'ailleurs, vont se comporter dans la période qui vient. Non, mais ça, parce que nous sommes entrés dans une période potentiellement très dangereuse. Non, mais ça, Olivier d'Artigol, je suis d'accord avec vous, et franchement, ça fait peur. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Pardon, je vous pose la question, parce que vous illustrez la gauche sur ce plateau, cher Olivier d'Artigol, que le fait de proposer d'annuler France-Israël, c'était une bonne idée. Surtout pas. Il faut tenir France-Israël. Il faut le faire, bien évidemment, et moi je fais confiance au ministre de l'Intérieur, au service de l'État, de le faire dans une jauge qui permettra le bon déroulement de la soirée. Je pense que nous sommes en capacité d'assurer, malheureusement, c'est terrible de devoir parler comme ça, mais la sécurité de tout le monde, notamment de la délégation israélienne, bien évidemment. Vous savez, moi ma gauche vient d'une famille avec un déporté et un fusillé. J'ai été nourri à ce que les choses ne puissent pas de nouveau déraper vers le pire. Je suis d'accord avec vous, Olivier, et on a peur de ça. Mais LFI, quand même, qui appelle à annuler en masse. Mais ça ne sera pas annulé, ça va se tenir. Rima Hassan qui dit merci. Et très certainement qu'on aura une. Et très certainement. Il y a quelque chose de drôle sur le tifo de Rima Hassan. Alors, toute l'extrême gauche a salué le tifo, donc la banderole qui a été déroulée au Parc des Princes. Sauf que, évidemment, ce sont pas, si vous voulez l'expression, les chips les plus croustillantes du paquet, parce que sur la banderole, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi sur la banderole? On voit évidemment l'État d'Israël complètement rayé de la carte, mais sur la carte d'Israël, on voit le plateau du Golan. Le plateau du Golan, que ces mêmes détracteurs d'Israël, pour être gentils, qualifient de territoire syrien occupé. Ce qui veut dire que quand il s'agit d'Israël, le Golan, c'est syrien. Quand il s'agit des Palestiniens, alors là, ça appartient à la Palestine. En fait, c'est toujours du deux poids, deux mesures, mêlé à de l'inculture, mêlé à de la bêtise. Oui, de la culture, il y a quelque chose de quand même tout à fait là aussi, je veux dire, qui était insupportable, c'est qu'on soit en train de se poser la question de savoir si un match France-Israël doit se tenir. On dit long sur la dégradation du climat politique et du climat civique dans notre pays. Ça ne devrait même pas être un sujet. C'est un non-sujet, ça ne devrait être une non-question. Je veux dire, qu'on soit là, on dit quand même, je veux dire quelque chose, encore une fois, c'est inacceptable et insupportable. Et moi, je vois. Vous vous rendez compte les supporters israéliens quand même quand ils vont aller au Stade de France, l'angoisse? Moi j'ai plein d'abonnés qui me disent je vais pas y aller, ça fait peur. Je leur dis non, il faut y aller, il faut lever la tête, c'est à eux d'avoir peur. On n'est pas là, on est en France, on est des Français, on est courageux et on a pas peur. Ça sera une triste image parce que le Stade de France avec une jauge à 20 000, avec en effet ce phénomène-là de personnes aujourd'hui, à juste titre, vu le climat général, se disant on ne sait pas si on va y aller, c'est terrible.
Bah oui. Non mais vous vous rendez compte, le foot français, on en parlait avec Jean Vendroux tout à l'heure. C'est terrible. Enfin bon voilà, ce foot français qui doit nous rassembler, nous divise, nous a jamais autant divisé. Pardon. Vous vous rendez compte, on n'est même pas capable de se dire qu'on va pas assurer la sécurité. Non mais la délégation israélienne, mais enfin, il y en a qui appellent. Enfin, moi je trouve que la responsabilité de certains dans ces tweets qui sèment la zizanie en France. Franchement, oui, mais rappelez-vous, ils n'ont pas eu le match va se tenir. Ouais. Il y avait eu des propos, y compris d'insoumis, ciblant la délégation israélienne au JO. Nous avons tenu les JO, nous avons réussi. C'est vrai. Ils ont été spectaculairement positif en termes d'ambiance, de climat, de ce qu'on a pu faire démontrer. Donc les haineux ont eu un échec cuisant concernant les JO. Ils auront certainement un échec cuisant sur France-Israël. Il faut le souhaiter. Mais il y a une pression. Malheureusement, il y a une pression. Et une pression qui est toujours la même, à l'encontre toujours du même pays. Mais elle n'est pas irrésistible. C'est-à-dire que je pense que notre pays, pour ceux qui ont des voix à gagner, je pense que notre pays, au final, je pense que notre pays dispose de ressources considérables. Mais enfin, il y a quand même un phénomène là aussi totalement scandaleux, c'est qu'on a aujourd'hui des parlementaires, des députés, des représentants de la nation qui tweetent et qui sont en train de relativiser, voire de nier le caractère antisémite de ce qui s'est passé hier à Amsterdam. Mais c'est ça, moi, je le trouve. C'est quand même, une libération absolue de la parole. Mais tu t'attendais à autre chose, je suis désolé, mais je ne pense même pas que même le Front National des années 80 eût osé, je veux dire, tenir de tels propos, même s'ils ont parfois tenu des propos qui étaient tout à fait scandaleux, mais je ne crois pas qu'ils soient allés aussi loin que ne le fait aujourd'hui un certain nombre de députés de la France Insoumise. Ben, merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Merci beaucoup. Bon, allez les Bleus. Allez les Bleus. Oui, c'est clair. 20h55 sur Europe 1. Merci beaucoup, Olivier d'Artigol. Simon Moss, merci d'être venu sur ce plateau. C'était une première, Arnaud Benedetti. Vous êtes des habitués, mais très chers amis. Ah oui, je vois, vous dites oui, habitués. Lors d'Autriche, tout de suite les enfants d'Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Pascal de la Tour du Pin. Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Alors, lancement, événement. Bonsoir, événement incontournable. Car demain, cela fera 35 ans que le mur de Berlin est tombé. C'était le 9 novembre 1989. Oui, ce jour-là, dira Gorbatchev, l'histoire est sortie de ses gonds. Ce 9 novembre à 18h57, un dirigeant de la RDA annonce en direct à la télévision que des points de passage vers l'ouest seront ouverts à minuit. À 23h, ils sont déjà des milliers à attendre au pied du mur avant de l'attaquer à coups de pioche. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous allez faire à Berlin-Ouest? Visiter en bus, les curiosités. Le journaliste d'Europe 1, André Ancian, sur place, raconte. J'ai sans doute vécu la nuit la plus extraordinaire, la plus exaltante de ma vie depuis la libération de la France. J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin. Les habitants de Berlin-Est découvrent Berlin-Ouest comme ce monsieur qui est directeur d'une usine de pâtes en RDA et qui remercie Europe 1. Et nous sommes heureux de parler avec quelqu'un d'Europe numéro 1. Nous écoutons toujours Europe numéro 1. Pour apprendre le français, vous pouvez probablement pas imaginer quelle joie nous avons, après 28 ans de mur, de communiquer avec des gens qui sont libres et tout ça. Paris, c'est naturellement un autre monde pour nous. Et quelques jours plus tard, voici ce que les Berlinois de l'Est achètent en majorité de l'autre côté du mur. Reportage du journaliste d'Europe 1, François Claus, à Berlin. Les postes de radio et les Walkman bradés à 150 francs sur le Kurfürstendamm. Et bien sûr, la musique, disque noir et cassette. On ne connaît pas les compacts en RDA. Et au fait, qu'achète-t-il? Du rock, Dépêche Mode, des Beatles. Pas de musique classique, dit ce monsieur, parce que la musique classique était déjà accessible et pas chère en RDA. Et pendant ce temps-là, à l'ouest de Berlin, des habitants tentent de récupérer avec un marteau un petit bout du mur qui vient de tomber. Le petit bruit du marteau le soir au coin du mur, seul, en famille ou avec des amis, on le parcourt de long en large ce mur. Débonnaire, les policiers à cheval confisquent au fur et à mesure les marteaux sans pouvoir endiguer cette nouvelle frénésie. Et les touristes, eux, regardent le long du mur de Berlin. Les 14 000 gardes-frontières se sont désormais retirés et les 300 miradors ne serviront plus à rien. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Pascal de la Tour